Ouais, c'est parti. Bonjour à tous. Nous voilà avec Enora ce soir. On va parler de la femme et notamment de l'approche générale de la santé de la femme selon l'Ayurveda. Donc Enora, je te laisse te présenter. Je me représenterai ensuite pour les nouveaux arrivants, les nouveaux membres de Facebook. Et puis, on va pouvoir commencer à parler Ayurveda et de nous les femmes. Bonsoir à tout le monde. Merci Chantal de m'avoir invitée. Je m'appelle Enora Conan, je suis éducatrice de santé et praticienne en Ayurveda. Je m'appelle Enora Attends, Conan, je suis éducatrice attendez, de santé et je vais praticienne en éteindre. Ayurveda. Je m'appelle Enora. Attends. Et donc, il y a de l'écho. Oui, c'est normal, c'est parce que comme il y a deux écrans, il y a de l'écho. Mais ça va. Je travaille plus particulièrement, j'accompagne en tout cas plus particulièrement des personnes qui ont des problèmes de thyroïde. Et la majorité, c'est des femmes. Et quand on a discuté ensemble avec Chantal, l'idée c'était de, aujourd'hui, moi, ce que je veux faire, c'est simplement une approche générale de la santé de la femme pour expliquer en quoi la femme a des. On peut avoir une approche particulière et j'aime beaucoup aussi ce que dit l'Ayurveda sur la femme. Donc, j'avais envie de le partager avec vous parce que je trouve que c'est magnifique et que ça nous donne une autre perspective de la façon dont on peut approcher la femme. Super. Merci beaucoup, Enora. Donc toi, tu travailles, tu es professeur donc à Gaya Veda, c'est ça? Oui, aussi, c'est Ok. vrai. Et j'ai suivi un perfectionnement sur la gynécologie, l'obstétrique, selon l'Ayurveda. D'accord. Donc, donc, perfectionnement qui est accessible, hein. Si vous voulez aussi avoir accès à ce savoir, vous le trouverez sur la plateforme Gaia Veda Academy. Voilà, qui est l'école de formation d'Ayurveda à Tours, enfin à côté de Tours, à Amboise, je crois, Oui, maintenant. euh, avec Caroline Henry. Tout à fait. Voilà, donc pour ceux qui souhaitent vous former à l'Ayurveda, c'est une école très sérieuse et puis en plus qui prend en charge les gens, mais vraiment de manière très personnalisée et individualisée. Donc voilà. Alors, moi je suis Chantal Lehanoë, thérapeute et praticienne en Ayurveda depuis 15 ans. Je travaille essentiellement à Rennes, mais je peux aussi travailler en visio auprès des personnes qui souhaitent me contacter. Et puis, je fais aussi des petits programmes en ligne pour ceux qui sont loin de moi, euh, dont la méthode CREA, qui est un petit peu une boîte à outils ayurvédique pour les personnes qui souhaitent donc se mettre à l'Ayurveda et prendre soin de leur personne. Voilà. Donc, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message privé et je me ferai le plaisir de pouvoir vous répondre. Voilà, donc là, on va parler de l'approche générale de la santé de la femme. Alors, c'est marrant parce que je fais un petit peu Moi, j'aime bien, tu sais, pour préparer les lives, regarder ce qu'il y a sur Internet. Et quand on tape santé de la femme. Et c'est rigolo parce que on parle beaucoup de maladies, mais on ne parle pas des cycles. On parle beaucoup de symptômes physiques selon l'âge. On parle aussi de tout ce que la femme subit aussi au quotidien à travers le monde. Et donc, on parle de mortalité aussi, on parle morbidité, mais à jamais, on va parler de ce qui est, on va dire, ce qui est normal dans une vie de femme de traverser et de ce qui est même juste et bon, équilibré pour une femme. Donc là, ce qui est cool, ce qui est génial avec toi aujourd'hui, c'est qu'on va pouvoir parler de ça et plus que orienter solutions, etc. Même si évidemment, on va parler de conseils ayurvédiques en fonction des différents cycles que les femmes vont traverser. Voilà, alors je te laisse la parole pour commencer. Et donc, à toi. Donc, avant de commencer, je voudrais remercier le docteur Amrita, qui est médecin ayurvédique et qui est professeur au collège de Trichour
et qui m'a donné ces cours. Et de ces cours, ce que j'ai ressorti, c'est ce que j'ai envie de partager avec vous. Plus sur une approche générale. On ne va pas rentrer dans le détail des maladies de la femme, mais on va essayer de comprendre quelle est l'approche, qu'est-ce que l'Ayurveda propose comme approche de la femme. Donc, pour commencer, les femmes subissent tout au long de leur vie des changements qui sont physiologiques, psychologiques, anatomiques, et qui sont des changements qui sont drastiques. Si vous prenez une petite fille et vous prenez cette petite fille, vous la revoyez à 20 ans, vous verrez que les changements physiques sont importants, mais même là, j'ai pris vraiment de la petite fille à 20 ans, mais à l'âge de la puberté, si on ne voit pas les adolescentes pendant un an, parfois, on a du mal à les reconnaître tellement physiquement elles ont changé. Dans les changements anatomiques, on va aussi avoir bien sûr les grossesses. Hein, on a un changement physiologique anatomique qui est énorme. Pendant 9 mois, ce qui se passe dans le corps de cette femme, c'est incroyable. Donc, elle a donc ces changements, elle va les connaître aussi bien dans les grandes phases qui sont la puberté, la période de fertilité ou la ménopause, donc qui sont les 3 grandes phases de vie de la femme. On ne met pas l'enfance, là, on démarre à la puberté quand on parle de ces 3 grandes phases de vie. Et bien sûr qu'au cours de la grossesse, hein, c'est spectaculaire, mais aussi à chaque cycle menstruel. C'est-à-dire que ces changements physiologiques et anatomiques, on les retrouve on les perçoit moins, ils sont moins visibles, mais ils sont là tous les mois chez la femme quand elle est en phase de fertilité. Ça confère à ces femmes une certaine vulnérabilité. Pourquoi? Parce qu'elles sont constamment soumises au changement et, donc ces changements et ce qui apportent cette vulnérabilité font qu'elles sont plus enclines à développer de nombreuses pathologies. Alors déjà, j'aime beaucoup la façon de le dire, c'est-à-dire que la femme n'est pas fragile. En fait, là, on parle pas de fragilité de la femme. On dit qu'elles sont plus vulnérables et on explique pourquoi. Il y a simplement parce qu'elles vont connaître des changements. Et quand on parle Ayurveda, on comprend, quand on entend changement, on pense tout de suite à Vata Dosha, automatiquement. Et donc, ça veut dire que les femmes vont plus particulièrement être sujettes à des déséquilibres de Vata Dosha. Peut-être que tu veux réagir, Chantal, déjà Non, sur cette... c'est vrai que c'est intéressant parce que je trouve que effectivement, en tant que femme, on traverse énormément de choses. Pour l'avoir vécu, je peux te dire maintenant, je suis à la ménopause, mais c'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé à avoir mes règles, j'étais malade, par exemple. Et le premier jour de mes règles, j'avais souvent enfin, j'étais obligée, quelque part, de m'allonger et de dormir 1 heure pour que ça passe, en fait. Et je ne savais pas que c'était les contractions utérines qui pouvaient justement donner ces perturbations et puis faire que je n'avais pas faim, je ne mangeais pas le premier jour parce que j'étais trop mal. Et je ne savais pas que c'était en relation aussi avec notre alimentation, tu vois. À partir du moment où j'ai compris ça et que j'ai commencé à changer mon alimentation, je mangeais beaucoup de l'alimentation carnée, beaucoup de pain, des pains blancs, beaucoup de lait, de laitage, etc. Enfin, mes parents ne savaient pas tout ça. Bon, ma mère était assez... elle pensait faire des repas équilibrés, ce qui finalement, au vu de l'Ayurveda, non, pas vraiment. Mais voilà, on pense que manger équilibré, c'est manger de tout. Alors oui et non. Et puis comment, quand, et est-ce que c'est vraiment adapté en fonction de nous? Voilà, c'est le principe de l'Ayurveda, quoi. Les symptômes que tu viens de décrire, il y a de la douleur, il y a de la fatigue, Ouais. il y a un manque d'appétit, et tout ça, ce sont des symptômes de type Vata. Oui, Donc, on voit qu'on a Vata Dosha qui est déséquilibré, et on verra un peu plus tard, justement, comment est-ce qu'on peut prendre soin de Vata Dosha, notamment pendant les règles, en tout cas, éviter de déséquilibrer encore c'est plus ça. les doshas et de créer de l'ama, qui vont C'est aussi ça. être à l'origine des Exactement. problèmes. Exactement. Ama, donc c'est les toxines. Et je pense qu'à l'époque, j'avais beaucoup d'amas, effectivement, parce que j'étais pas mal perturbée au niveau digestif aussi.
J'avais des problèmes de bas du dos aussi. Donc, tu vois, tout ça, c'était vraiment relié Tout à à un fait. état déséquilibré depuis un petit moment, quoi. Mm. Voilà, oui. Alors, on dit donc ce qui, dans les nombreuses pathologies que la femme pourra rencontrer, on va avoir des problèmes bien sûr menstruels, comme tu viens de l'évoquer. On aura aussi des problèmes de métabolisme, des problèmes de malnutrition, des déséquilibres hormonaux et bien d'autres hein, qui sont donc très liés aux deux doshas, vata, vata dosha et pitta dosha. Donc, par conséquent, prendre soin, quand on a compris ça, c'est vrai qu'on comprend pourquoi prendre soin de sa santé quand on est une femme, ça fait partie des choses qui sont les plus importantes. Mm. On dit aussi dans les textes hein, qu'une une femme est la moula ou la racine. Hein. Moula, c'est la racine de la descendance. Et comme elle est cette racine de la descendance, eh bien, elle doit recevoir le plus grand soin, la plus grande protection par tous les moyens possibles. Donc ça, c'est dit dans les textes. Et que elle doit bénéficier du gardien dans toutes les phases de sa vie. Mm. Alors, j'aime beaucoup aussi ça parce que finalement, dans notre société, on est parfois d'une façon de mal aborder les cycles, par exemple, de la femme et les problèmes qu'on peut avoir pendant les cycles, les douleurs qui peuvent être rencontrées, etc. Et moi, j'ai entendu dire plusieurs fois, ah bah, elle est pénible parce qu'elle a ses règles. Mais Mm. toujours, c'est jamais positif en fait. C'est toujours négatif de la part souvent des hommes qui peuvent avoir ce genre de discours parce qu'ils savent pas. Ils Mm. savent pas ce qui se passe. Il y a un problème de compréhension. Hein. C'est C'est plus ça. parce qu'il y a une ignorance en fait sur ce qui se passe chez la femme. Et d'autre part, chez les femmes, parfois, bah, le fait que bah non, quand on a ces règles, on est comme quand on n'a pas ces règles. On doit se comporter comme quand on n'a pas ces règles. On doit le cacher. Et ça aussi, je trouve que c'est pas, du coup, c'est pas équilibré. Juste, Parce que quand on a ces règles, bah, on n'est pas comme quand on n'a pas ces règles, puisqu'on a ces règles et il se passe des choses au niveau des doshas. Et si on a cette connaissance-là, eh bien, on va pouvoir avoir un comportement adapté. mm. Et on verra tout à l'heure que, notamment, il est clairement dit que quand une femme quand elle a ses règles, elle doit en faire le moins possible. Et c'est pas parce que elle est fragile, c'est pas, ça n'a rien à voir avec le fait d'être diminuée ou d'être. C'est parce que à ce moment-là, si elle en fait trop, par exemple, si elle va faire du sport, vous voyez, si elle continue à aller faire du jogging alors qu'elle a ses règles, eh bien, elle va mettre une protection ou d'aller à la piscine. Enfin, on va prendre juste le jogging parce que c'est un bon exemple, c'est cardio, c'est intensif. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Elle va mettre une protection, plutôt un tampon, donc elle va mettre qui peut créer des déséquilibres puisqu'il va empêcher l'écoulement du sang. Hein. C'est un sous-dosha de Vata qui s'appelle Apanavayu qui est en mouvement, qui fait couler le sang. On met un tampon, on empêche cet Il écoulement-là. bloque la circulation, ouais. Mm. Et donc, ça veut dire on augmente les déséquilibres de Vata. Mm. Et puis, elle va aussi se fatiguer, elle va aller courir, donc elle va peut-être dépasser ses limites, alors que c'est un moment où elle a besoin de repos. Et Mm. si elle vient déséquilibrer les doshas à cette période-là, elle va fragiliser le tissu qu'on appelle Shukradhatu, qui est le septième des tissus, donc qui est le dernier à se former, et qui est le tissu reproducteur. Et donc, en déséquilibrant Shukradhatu, bien plus tard, elle pourra rencontrer des problèmes, comme des problèmes de fertilité, ou autres problèmes qui seront liés à l'appareil reproducteur Mm. ou d'autres problèmes de Vata. Donc, c'est quand même, vous voyez, quand on le dit comme ça, tout de suite, on comprend que ça a du sens de faire attention à la femme pendant ses menstruations. Ce n'est pas parce que c'est une petite chose fragile à ce moment-là, c'est juste qu'il se passe des choses dans son corps, particulièrement à cette période, et on doit répondre aux besoins. Et ça me donne envie de réagir aussi sur ce que tu disais, Chantal, quand tu disais que ta maman, elle pensait bien faire, c'est-à-dire qu'elle pensait donner à manger équilibré. Mais qu'est-ce que ça veut dire manger équilibré selon l'Ayurveda? Ça veut dire manger selon ses besoins du moment. C'est ça. De là, c'est la même chose. Et c'est valable pour l'activité physique, c'est valable pour l'alimentation. Quels sont les besoins du moment? Eh bien, quand on est en période de menstruation, les besoins du moment, c'est d'en faire le moins possible. En tout cas, c'est de ne pas déséquilibrer notre chakra d'Atu. Mm. Voilà. Mm. Je voulais rebondir là-dessus parce que c'est vrai que moi, ce que tu dis, c'est vachement important et je pense justement aux jeunes femmes qui, depuis qu'elles ont leurs règles, prennent la pilule.
et notamment donc qui génèrent des menstrues en fait, qui sont pas des vrais menstrues, et donc du coup qui bloquent toute la circulation correcte, comment dirais-je? La production correcte de Shukra-Dhatu au final. Et tout ce cycle au final. Et du coup, après, il y a certaines personnes qui sont étonnées qu'elles n'arrivent plus à avoir d'enfants derrière. Et moi, j'ai vu là, notamment, tu vois, par exemple, les personnes qui n'arrivent pas à prendre la pilule et qui finissent par prendre un implant qui envoie de manière récurrente, régulière, des hormones pour bloquer le cycle. Moi, ça me pose vachement problème parce que je me dis que plus tard, ça risque de générer pas mal de problèmes aussi sur les enfants et notamment les petites femmes à venir, quoi, derrière. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Bah, c'est un sujet compliqué parce que la contraception, c'est important. Oui, bien Donc, sûr. voilà, donc c'est pas un sujet facile. Et effectivement, on n'est plus dans le fonctionnement naturel, en tout cas, de la femme, et donc ça peut avoir des conséquences. Donc Mhm. ça, après, c'est à voir au cas par cas. Mais dans la mesure où la contraception, c'est un sujet sérieux et important aussi dans la santé de la femme, c'est bien de se poser la question, de savoir qu'est-ce qui est le mieux pour soi, et de voir si est-ce que le mieux pour soi, c'est de prendre la pilule, parce qu'il ne faut pas que ça vienne créer d'autres déséquilibres non plus. Bien Donc, sûr. a priori, bien sûr, on est sur des méthodes qui ne sont pas des méthodes naturelles. Je sais Mhm. qu'en Inde, ils vont ligaturer les trompes très facilement à partir du moment chez des femmes jeunes qui ne veulent plus d'enfants. Et c'est assez facilement accepté. Chez nous, peut-être que dans l'inconscient collectif, c'est pas accepté de la même façon. Voilà. Bon, je pense que c'est Mhm. un vaste débat, et que Ouais. comme à chaque fois, il faut se poser la question, regarder qu'est-ce qui est le meilleur pour soi, qu'est-ce qui va mettre la personne en équilibre. Mais je pense qu'il y a aussi d'autres méthodes naturelles beaucoup plus simples et saines de mettre en place par rapport à la fertilité et par rapport aussi à comment dirais-je, par la contraception. Faut bien comprendre aussi qu'on ovule qu'une fois par mois. Et si notre cycle est régulier, en général, c'est autour du 14e jour. Donc, une méthode assez simple, c'est de ne pas avoir de rapport pendant la semaine où il y a le 14e jour pour Ça n'a éviter. pas toujours fait ses preuves, hein. Il y a quand Oui, même... mais enfin, ça fait. Donc, voilà, Ouais. c'est... Et sinon, il y a le préservatif aussi. Hein, donc, Oui, voilà. oui, mais il y a des méthodes. Ce qui est important, c'est la contraception. Après, il faut voir comment chaque femme, après, va décider. Il est évident qu'en Ayurveda, on va voir qu'il peut y avoir des déséquilibres qui vont être liés à la prise d'hormones. Mais encore une fois, si le fait de ne pas prendre la pilule vient créer d'autres déséquilibres, il faut voir. C'est pour ça que pour moi, ça reste Ouais. du cas par cas. Oui, Mm. c'est sûr. Et puis, c'est vrai que moi, j'ai remarqué aussi que la combinaison de la prise d'hormones en contraception plus le tabac pouvait ensuite jouer, avoir un facteur déterminant sur un cancer du col de l'utérus ou un cancer des ovaires ou au niveau du Kradatou de toute façon. Mm. Ouais. Voilà, bon, on continue du coup. Donc là, on passe de l'adolescence à la femme adulte. Oui, alors juste avant, aussi dans les textes, hein, pour revenir à ce qui est dit, on va trouver que les filles doivent étudier, elles doivent aussi étudier, elles doivent se former, et c'est seulement après qu'elles doivent entrer dans la vie conjugale. Donc dans les textes, il est souligné que les filles devraient recevoir le même niveau de formation que les garçons. Chacun des travaux de ceux qui respectent les femmes deviendront fructueux, et ils seront toujours bénis par le divin. Donc ça, c'est des choses qui sont dans les textes. Les femmes font donc l'objet d'une importance primordiale depuis les âges, et les différents acharyas ont expliqué en détail dans leurs manuscrits les différentes maladies auxquelles elles sont confrontées à différents stades de la vie. Mm. Donc la santé de la femme est très présente dans l'Ayurveda, et vous voyez que la femme est regardée d'une façon essentielle. Et si on va, après, si vous approfondissez, si vous allez vers des connaissances, c'est vrai que
purusha est féminin. Et on a donc le féminin est à la base de beaucoup de choses en Ayurveda. Donc, je n'irai pas plus loin sur la partie Samkhya, mais vous pourrez approfondir cette notion-là. Donc ça, je trouve ça magnifique. En fait, Oui, ce que je trouve ça très beau parce que quand on regarde l'histoire de la femme et tout ce que la femme traverse en termes d'oppression, etc., d'oppression ou de devoir, justement, pour ne pas être opprimée, de devoir se battre et puis se comporter parfois comme un homme alors que, visiblement, nous n'en sommes pas. vraiment. Je trouve que c'est très beau, cette approche-là. Je trouve que c'est encore une fois très juste, très équilibré, comme peut l'être l'Ayurveda. Carrément. Donc, donc, une fois qu'on a dit ça, on a donc une petite fille qui est là et cette petite fille, eh bien, elle va se transformer en mini-adulte finalement en assez peu de temps par des transformations au niveau hormonal qui sont donc gérées par… On a ces deux doshas qui vont être présents, qui vont être le dosha Pitta pour la partie transformation et on aura également le dosha Vata qui va être dominant à ce moment-là de cette phase de vie, plus le Kapha qui est là aussi puisqu'il va apporter la croissance. Donc, ça veut dire qu'on a donc les trois doshas qui vont être quand même vraiment à la manœuvre pendant la puberté et que cette jeune fille qui est en train de devenir un mini-adulte, eh bien, elle va être vraiment traversée notamment on peut avoir des ascenseurs émotionnels qui sont là, hein, on doit attacher un soin particulier à cette période parce qu'elle va être tantôt un peu portée euphorique et puis tantôt complètement déprimée. C'est une période de vie aussi où on est très soucieux d'appartenir à un groupe et où on va donc être angoissé, avoir plus d'anxiété. Alors, l'anxiété est apportée, c'est un symptôme Vata, par exemple, l'anxiété. On va avoir aussi des sauts d'humeur ou des colères. Ça, c'est plutôt le symptôme Pitta. Donc, on peut voir la puberté aussi comme un moment, vous voyez, ça donne des clés de lecture, je trouve aussi très intéressantes sur ce qui est en train de se passer. Si on regarde l'Ayurveda, après, on va creuser un peu, on regarde les déséquilibres, on prend nos lunettes Vata, nos lunettes Pitta et nos lunettes Kapha, et on sera peut-être plus à même d'accompagner ces jeunes filles qui sont en train de subir un truc incroyable à l'intérieur de leur corps. Puis les garçons aussi, hein, mais bon, là, on est sur la femme. Hein. Ouais, les garçons aussi, tout à fait. Les garçons, ils vont aussi avoir une transformation. Mais effectivement, là, on parle plus particulièrement de la femme. On aura, comme d'habitude, il va falloir avoir attacher un soin particulier à l'alimentation de ces jeunes filles et à leur donner donc dans les aliments qu'on va pouvoir recommander. On va avoir bien sûr les légumes, des fruits. Il faut jongler entre des envies et le fait que c'est un âge où on aime beaucoup le sucre. Et par exemple, le jus de fruits n'est pas recommandé tellement par rapport à Agni. Vous savez, le jus de fruits il va plutôt alourdir et venir et peut-être éteindre Agni. Mais à cet âge-là, on aimera bien les jus de fruits. Donc, on va pouvoir malgré tout donner du jus de fruits à la jeune fille parce que ça va satisfaire un autre plaisir, vous voyez. Mais il faudra lui apprendre à ne pas le prendre en grande quantité. Donc, j'aime aussi cette approche-là parce qu'on est sur le besoin global, on est sur le besoin psychologique et le besoin physiologique. Physiologiquement, le jus de fruits, hein, c'est un exemple, ne serait pas forcément recommandé par rapport à Agni, qui, on le comprend, va être quand même assez perturbé puisqu'on a la danse des doshas là, qui est permanente en fait, tantôt ça va être un qui va être plus en déséquilibre, tantôt ça va être l'autre. Et donc Agni, un jour on aura très faim, puis un jour elles n'auront pas faim, donc on aura une irrégularité d'Agni pendant cette phase-là. Et donc normalement si on prend soin d'Agni, on évitera les jus de fruits. Mais en revanche, pour cette jeune fille, le jus de fruits sera peut-être quelque chose qui sera important pour elle. Donc dans le régime alimentaire, on peut tout à fait avoir du jus de fruits de façon à répondre à un besoin, à l'équilibre de la personne. Bien sûr, on va conseiller de manger des céréales.
on va réduire les graisses et les produits laitiers. Donc, il faudra trouver des produits laitiers qui ne vont pas venir apporter, qui ne vont pas être trop gras. Ouais, il faudra qu'on ait des produits laitiers, mais par exemple, ça peut être du lassi. Ça peut Oui. être un lassi ou un buttermilk. Donc, Mhm. c'est un yaourt. Enfin, pour le faire à la maison, vous pouvez le faire avec un yaourt. Vous prenez un yaourt frais, un yaourt que vous avez fait vous-même, c'est encore mieux, Mhm. et dans lequel vous ajoutez un petit peu d'eau, et puis vous ajoutez des épices. Voilà. Donc là, et vous mélangez. Et vous avez donc avec ça enlevé la partie acide et lourde du yaourt, et on garde son côté nutritif. Voilà, ça c'est un bon exemple de ce qu'on peut faire pour les jeunes filles à cet âge-là. Au niveau des protéines, on va être sur des protéines animales, des protéines végétales. Encore une fois, sur les protéines animales, on va toujours privilégier peut-être des protéines qui seront bien cuites, donc en soupe. Et le plus important, ça va être d'observer les jeunes filles et d'observer leur humeur et d'observer leur peau. Et en fonction de ça, vous allez pouvoir lire. Si elle a la peau très sèche et qu'elle est très anxieuse, elle a plutôt à ce moment-là un excès de vata. Donc, on ira adapter son alimentation par rapport à du vata. Si elle est irritable, si elle C'est pique ça. des colères, à ce Mhm. moment-là, on sera bien sûr sur un excès de pitta. Et donc, on va aller plutôt, vous voyez, on aura besoin d'adapter comme Si ça elle au est jour plus le jour. léthargique, etc., c'est plutôt café. Exactement. Si elle est plus léthargique, qu'elle est épuisée, qu'elle ne peut plus bouger parce que c'est trop au niveau de la croissance, là, on sera plutôt sur du café. Et c'est vrai que j'ai remarqué aussi qu'au niveau de la croissance, euh, il y a des enfants, enfin moi je vois par rapport à mes gamines par exemple, mes trois hein, sont complètement différentes. La première, elle grossissait, elle grossissait, elle grandissait après. Enfin, c'était rigolo, c'était un peu en accordéon. La deuxième, elle grandissait vraiment bien et de manière assez régulière. Et voilà. Et puis l'autre, par contre, bon, ça c'est plus mon fils, mais bon, c'est un peu le même acabit au niveau de la danse des doshas. C'est vrai que mon fils, lui, il a grandi d'un coup, quoi. Il a pris 15 centimètres en même pas un an, quoi. Voilà, c'est fou, quoi. Et après, il y a tout qui pousse derrière. Je veux dire, au niveau des. Normalement, c'est plus les mains, les pieds et puis le nez et les oreilles qui poussent d'abord et ensuite le corps. Là, c'est l'inverse chez lui, donc c'est rigolo. Et, voilà. Et c'est vrai que la mue de la voix aussi est différente en fonction des profils de la personne. Enfin, c'est rigolo, c'est Oui. marrant comment ça se. C'est tout l'intérêt d'observer et Ouais, d'être sur une approche individuelle. ouais, c'est Et ça. vous voyez qu'on ne peut pas donner de règles puisqu'on a compris que pendant cette période, on allait avoir tantôt un dosha ou l'autre qui vont être en excès. On sait qu'en revanche, le dosha vata, il faudra vraiment avoir une attention particulière. Mm. C'est aussi angoissant, hein. Elles peuvent se demander, elles vont commencer à vont avoir des pertes. Qu'est-ce que c'est? Ça peut vraiment créer des inquiétudes. Donc, avoir aussi un soin particulier à bien expliquer ce qui est en train de se passer pour les guider. Et là, dans notre époque, vraiment, il y a tellement de choses les adolescents vont tellement sur les réseaux sociaux Mm. qu'ils pensent qu'ils ont de la réponse, qu'ils connaissent toute la vie grâce à ce qu'ils peuvent voir sur YouTube. C'est vrai. Et moi, je suis assez triste de voir qu'on a des jeunes femmes, des jeunes filles qui ne parlent pas à leur mère de leurs règles Mm. parce qu'en fait, elles pensent qu'elles n'en ont pas besoin parce qu'elles ont le mode d'emploi, elles ont tout vu. Et malheureusement, ça reste une éducation que les femmes doivent donner, que les mères doivent. C'est une transmission C'est ça. et c'est très important à cet âge-là. Et heureusement, il y a quand même dans tous les collèges, il y a quand même à partir de la sixième, voire cinquième, des dames qui viennent parler. Enfin, ça commence même en CM2, où d'un côté, il y a les messieurs qui parlent aux garçons, et de l'autre, une dame qui vient faire un petit cours sur la sexualité et sur la puberté aux Donc filles. ça dit aussi que c'est un âge où on a besoin d'être guidé. Voilà, Mm. c'est un âge, justement, un âge de fragilité parce qu'il y a beaucoup de transformations, donc beaucoup de questions qui se posent et un âge auquel on a besoin d'être guidé
par des personnes qui sont en capacité de le faire. Oui, et puis qui dit adolescence dit hormones croissantes, et qui dit hormones croissantes dit sexualité assez débridée aussi. Donc du Oui. coup, avoir un regard aussi là-dessus et puis être suffisamment ouvert pour pouvoir en discuter avec ses enfants, c'est quand même assez important aussi. Et si c'est pas possible parce que ben voilà, il y a une pudeur, voilà, on touche à l'intime quand même. Donc c'est pas évident de parler de ça avec ses parents. Il y a toujours la possibilité d'aller au planning familial, par exemple, pour qu'ils puissent en parler à d'autres personnes, quoi, et qu'il y ait quelque chose de mis en place éventuellement si S'il y a besoin. il y a besoin, quoi. Au niveau de la... Donc, on voit qu'il y a donc Vata Dosha qui va être... on peut avoir des angoisses, on peut avoir une instabilité émotionnelle, en tout cas. Donc, ça va par Vata Dosha, Pitta Dosha. Vous avez donc, là, en Ayurveda, on a la routine quotidienne qui est importante pour aider que ce soit les adultes, hein, ou là, on parle des jeunes filles, mais c'est valable à tout âge. Le rôle de cette routine quotidienne, c'est de venir mettre l'esprit, enfin, le corps et l'esprit dans les meilleures dispositions possibles. Donc, notamment, faire de l'exercice physique, ça va être important. Ça va être important aussi d'avoir des moments où elles vont pouvoir décompresser. Donc, la méditation, faire du yoga, voilà, c'est aussi des moments où elles vont être peut-être plus réceptives à des choses qui vont les aider à libérer, à être moins angoissées, et ça leur servira pour toute leur vie. Donc, on a des choses intéressantes à faire avec l'Ayurveda et notamment la routine quotidienne, bien sûr adaptée à leur âge, mais c'est intéressant d'aller regarder de ce point de vue-là. D'ailleurs, la routine quotidienne, j'en profite, dans le groupe aux origines de l'Ayurveda, c'est le terme de ce mois-ci, hein, sur ce mois de mai, on va avoir bientôt une vidéo qui va sortir justement sur Dinacharya Super. et la routine quotidienne. On a en Ayurveda aussi, vous savez qu'on va conseiller de se lever plutôt un petit peu avant le soleil. C'est des bonnes habitudes aussi qu'on peut donner là aux enfants, aux jeunes filles. Alors, ce qui n'est pas facile, il faut respecter les deux, c'est-à-dire le besoin de sommeil. Ouais. Mais c'est vrai que de nos jours, les écrans vont venir exciter Vata et Pitta, hein, les deux, hein. C'est-à-dire que Ouais. c'est Ah, il y a un petit problème de connexion avec Enora. On va attendre un petit peu. la vue qui va venir Attends, exciter. Enora, il va falloir que tu reprennes parce que là, tu étais déconnectée. Ah, d'accord. On a fait un arrêt sur À image. partir d'où alors? À partir du fait qu'il va falloir faire attention aux écrans. Oui, je disais que les écrans, aujourd'hui, le soir, donc l'écran va aspirer en quelque sorte l'énergie, va venir augmenter Vata Dosha et créer beaucoup de fatigue. Et en même temps, venir augmenter Pitta Dosha parce que le sens de la vue est sursollicité. On a une sursollicitation de ce sens de la vue qui va venir créer des problèmes de déséquilibre de Pitta Dosha. Donc, c'est-à-dire que les deux doshas, Vata et Pitta, vont être déséquilibrés par une pratique trop importante des écrans. Et ça va avec la routine quotidienne, puisque les écrans le soir vont faire que les jeunes, enfin tout le monde, hein, c'est encore plus valable c'est valable pour tout le monde, mais là on parle des jeunes, vont se coucher plus tôt, plus tard, et donc forcément se lever moins tard et ne pas être dans une routine qui va être saine. Et c'est particulièrement important d'avoir une vie saine à ce moment-là de la vie de la femme, puisque c'est sa vie future qui est en train de se mettre en place, hein, en tant que Et femme. donc, ça veut dire aussi que finalement, regarder un film le soir, c'est pas forcément une bonne idée non plus. Non, bah ça après, dans la routine, hein, c'est assez clair. Ouais, mais bon, ouais, En tout cas, 1 heure avant, on coupe les écrans, ouais, c'est ça. Mais effectivement. bon, Voilà. c'est vrai qu'actuellement, enfin, moi, je vois un peu dans toutes les familles, la plupart du temps, on va regarder un film le soir, surtout quand il n'y a pas de l'école le lendemain. Ça va être un moment où on va être tous ensemble pour regarder un film le soir. Oui, C'est vrai que moi, ce que je préconiserais, c'est vraiment de faire attention à ce qu'il y ait une régularité pour pouvoir s'endormir. À la limite, s'endormir, l'idéal, ce serait avant 10 heures. Mais bon, après, si ça décale jusqu'à 10h30,
voir 11 heures, c'est un peu chaud, quoi. Bon, après, si c'est une fois de temps en temps, c'est pas grave, mais C'est ça, après, c'est une question, il faut que voilà. ça reste Et puis, certainement exceptionnel. Bon, ouais. ce qui est important, c'est de ne pas venir créer de déséquilibre. On comprend qu'à cet âge-là, les déséquilibres peuvent arriver. Enfin, le corps va connaître des déséquilibres avec cette danse des doshas et donc tout ce qui peut venir équilibrer va être important. Mm. Donc ça, voilà pour un peu ce que je voulais dire par rapport à la puberté. Vous voyez, donc l'approche, ce que j'aime beaucoup avec l'Ayurveda, c'est que ça nous donne tellement de clés de compréhension qu'après, ça nous permet d'agir correctement, mais aussi d'expliquer correctement, d'où le terme d'éducateur de santé. Hein, c'est ce qu'on fait quand on est éducateur de santé. On explique comment prendre soin de sa santé. Bien sûr. Ensuite, la femme va donc entrer dans la phase après la puberté, donc va entrer dans cette phase de vie dans laquelle elle va être féconde jusqu'à la ménopause. Et donc, dans cette phase de vie-là, eh c'est tous les mois qu'on va avoir des changements. Si on regarde le cycle menstruel, on a 3 phases, on a 3 grandes phases. Et on a une première phase qui est une phase qui est sous l'influence du dosha kapha, qui va être une phase plutôt, vous voyez, jusqu'au 14e jour. En gros, pourquoi? Parce que l'ovule est en train de... On a comme une croissance de l'ovule qui va sortir. Et on est sur l'influence là du dosha kapha. Ensuite, on va être plus sur l'influence du dosha pitta dans la deuxième partie du cycle. Et enfin, on terminera à partir du moment où les saignements arrivent, sous l'influence du dosha vata et du dosha pitta. Alors, déjà, ça veut dire, on voit qu'on a des dominances, vous voyez, par rapport à certains moments. Donc, sur un mois, je vais avoir 3 doshas qui vont être dominants. Donc, ça explique plein de choses dans le comportement que peut avoir une femme, dans les envies qu'elle peut avoir dans son cycle. Il y a beaucoup de choses maintenant que vous pourrez trouver sur le cycle qui sont intéressantes parce que ça vient expliquer qu'on n'a pas, voilà, en fonction de ce qui se passe dans notre cycle, effectivement, du moment où on est dans notre cycle, on n'a pas forcément envie des mêmes choses. On peut parler ici du syndrome prémenstruel parce que c'est quelque chose que les femmes vont connaître. Et le syndrome prémenstruel est révélateur, enfin moi mon interprétation c'est qu'il est révélateur du dosha le plus en déséquilibre. Donc si vous avez un syndrome prémenstruel avec une grosse baisse de morale, il y a des femmes qui ont des syndromes prémenstruels, elles pleurent en fait, hein, elles sont vraiment tristes, donc ça c'est du vata. Ça veut dire si vous avez vraiment cette baisse de morale, des idées noires, il n'y a rien qui va sans raison particulière, enfin en tout cas sans raison externe particulière, et que ça tombe au moment avant les règles, c'est donc dans le cadre du syndrome prémenstruel, ça voudra certainement dire que vous avez un déséquilibre de Vata dosha. Puisque Vata dosha, à cette période-là, est de toute façon dominant. S'il est déjà en déséquilibre, et bien forcément, il va être encore plus dominant et donc il va s'exprimer davantage et il va s'exprimer par des symptômes typiques de Vata au niveau émotionnel. De la même façon, on a le dosha pitta qui va aussi être dominant pendant cette période-là. Et donc, si vous avez là carrément on a des femmes qui peuvent être complètement hors d'elles pendant le syndrome prémenstruel. Et d'ailleurs, dans l'inconscient collectif, c'est attention tous aux abris. Ah oui, de toute façon, elle va avoir ses règles ou elle a ses règles, alors elle est désagréable. Voilà. En fait, c'est un signe que c'est le dosha pitta qui est en déséquilibre chez vous d'une manière générale. Hein. Ce n'est pas uniquement pendant cette période-là, de la même façon que je l'ai expliqué pour le dosha vata. Donc, je trouve que c'est intéressant parce que c'est des messages que l'on peut entendre. Donc, si vous rencontrez ces symptômes-là, ben, vous savez que vous avez peut-être un déséquilibre de vata ou un déséquilibre de pitta et donc il va falloir, si vous voulez, en tout cas avec l'Ayurveda, vous pouvez aller voir comment équilibrer ces doshas-là. Là, tu parles beaucoup plus des doshas en excès qui sont Vata et Pitta dans j'entends hein, ce que tu me dis. Tu ne parles pas souvent de Kapha. Est-ce que tu pourrais éventuellement aussi... Là, je parlais du syndrome prémenstruel. Oui, d'accord, ok. Mais tu vois, par exemple, dans l'adolescence, tu as parlé beaucoup de Vata, Pitta avec les écrans, etc.
Mais je pense qu'il y a aussi le syndrome CAFA, par exemple, qui peut être exacerbé notamment par un- des grasses matinées, par exemple. Oui, bien sûr, parce qu'il y a le CAFA est dominant par rapport à la croissance et donc on va avoir effectivement un manque de dynamisme, on va avoir de la lourdeur, on va avoir et là aussi on aura un flux digestif qui ne sera pas formidable dans ces périodes-là. Mm. Ok. Et donc, dans le syndrome prémenstruel, c'est exclusivement Vata et Pitta. Disons que dans le syndrome prémenstruel, sur cette dernière phase du cycle, juste avant les Oui, mais saignements, c'est les dosha Vata et Pitta qui sont dominants dans le oui, oui, cycle. oui, tout à Donc, fait. naturellement, on va avoir plus Mm. ça va venir accentuer. C'est comme si c'était un catalyseur, enfin, oui, accentuer le dosha qui est en déséquilibre. Donc, on peut avoir si vous avez un syndrome prémenstruel, vous en rendez même pas compte, si a priori, je pense que ça peut vouloir dire que vos doshas sont a priori en équilibre. On a d'ailleurs, c'est assez fréquent de voir des femmes qui ne ressentaient pas, qui n'avaient jamais de problème de syndrome prémenstruel, et puis l'âge avançant ou après une grossesse, où le dosha vata, par exemple, peut être fortement déséquilibré après l'accouchement, eh bien, elles vont se retrouver avec des syndromes prémenstruels terribles, avec des pleurs, avec des moments de tristesse, des moments d'angoisse qu'elles n'avaient pas avant, et qui vont être révélateurs d'un problème plus profond de déséquilibre de vata. Donc là, c'était juste pour dire que donc on avait dans l'approche de la santé de la femme, on a donc ce cycle avec des doshas qui vont être dominants à différents moments des 28 jours, enfin en tout cas du cycle, et que notamment dans le cas du syndrome prémenstruel, ça va venir accentuer soit le dosha vata, soit le dosha pitta. Ensuite, dans les états, on a parlé de changements physiologiques et anatomiques drastiques tout à l'heure en introduction, eh bien, il va y avoir la grossesse, bien sûr, qui est un état, un changement énorme. Et avec, autant pendant la période de grossesse, on va avoir plusieurs phases, mais on va avoir notamment une phase qui va être une phase de CAFA sur la fin de la grossesse, enfin à partir du 5e mois, on va avoir une dominance de CAFA et on a vu des femmes qui sont réparées, entre guillemets, des femmes qui avaient mal aux genoux, qui n'ont plus mal aux genoux, parce que justement le CAFA est dominant, et donc toute cette fonction de protection du CAFA, assurée par le CAFA, eh bien pendant la grossesse, il y a des choses qui disparaissent, des maladies, enfin des troubles ou des douleurs qui vont disparaître parce que CAFA dosha va venir assurer son rôle de protection. Donc ça, c'est plutôt, c'est très beau aussi. Et ensuite, dans les points délicats, on a bien sûr le postpartum. Et dans le postpartum, donc vous imaginez que vous avez la femme donc, qui, pendant 9 mois, a connu donc, ces différentes phases, dont celle d'avoir ce CAFA en elle qui grandit avec de la matière, le bébé, avec des liquides, avec le liquide amniotique, et puis elle accouche et d'un coup, elle perd tout. Il n'y a plus rien. Donc, on a ici forcément perte d'eau, perte de matière. On a donc pour le corps une perte complète, vraiment une perte immédiate de kapha dosha. Donc, en fonction de chacune, cette perte peut se traduire. On a un déséquilibre de vata donc qui est naturel. Après, le corps peut rétablir naturellement les choses. Et si il n'y a pas plus que ça de déséquilibre de vata avant la grossesse, par exemple, eh bien, le corps va pouvoir retrouver son état physiologique. Mais si on avait un déséquilibre de vata qui était important ou qui était présent avant la grossesse, par exemple, ou ouais, c'est souvent quand même, c'est assez souvent parce on avait déjà une vie routine, donc un déséquilibre de vata qui était là, eh bien, on pourra avoir un déséquilibre de vata vraiment très fort chez cette femme qui va durer. Si on ne s'en occupe pas, ça peut durer. Donc, dans les symptômes, il y a la perte de cheveux qui est signe d'un déséquilibre de vata. On va avoir des problèmes aussi au niveau du tissu osseux, donc au niveau des dents. C'est des symptômes qui sont connus, que les femmes après l'accouchement peuvent perdre leurs cheveux et ont des problèmes au niveau des dents. Donc ça, on a clairement un déséquilibre de vata. Bien sûr, il y a la dépression postpartum, donc des sentiments de tristesse, mais même au-delà, sans que ce soit la dépression, vous avez aussi des femmes qui, après la grossesse, maigrissent, qui sont même plus minces, plus maigres qu'avant la grossesse. Vous avez d'autres qui, elles, n'arrivent pas à perdre leur kilos.
Mhm. et qui gardent les kilos en trop, et vous en avez qui maigrissent. Donc, si vous avez un amaigrissement important, c'est un signe de déséquilibre de Vata. À prendre en compte sérieusement, parce que la femme est plus sujette au déséquilibre de Vata. Et si vous avez déjà un déséquilibre de Vata dans cet âge-là, ça veut le risque, si vous ne vous en occupez pas, c'est que vous ayez encore plus de problèmes Vata par la suite. D'accord. Ok. Ok. D'accord, d'accord. Super. Merci beaucoup. Et non. Pendant, et donc, juste, j'ai oublié de dire, pendant les menstruations, on a le feu digestif qui est perturbé, qui est faible. Et donc, on va être sur une nourriture plutôt légère. Mm. Donc, on peut avoir envie de doux. On peut avoir un syndrome prémenstruel aussi à équilibrer Pitta et Vata, avoir vraiment envie de manger des choses et des choses douces. Donc, il faut trouver des bonnes astuces pour manger du bon doux. Ouais, du bon doux. Un kitchari, c'est bien. Voilà, un kitchari, c'est bien. Après, vous pouvez utiliser des sucres naturels, des dattes. Les Ouais. dattes, d'ailleurs, dans du lait, sont tout à fait recommandées pour équilibrer Vata en postpartum. Ça fait Mm. partie des choses qu'on va utiliser. Ce que j'aimerais, moi, rajouter, et c'est quelque chose d'un peu, on va dire, un peu bucolique, poétique, pas comme tu voudras. Je vois le cycle de la femme comme, tu sais, comme les saisons. C'est-à-dire que au moment du début du cycle, on est en phase de croissance, donc on est en phase de printemps. Voilà. Quand on arrive en haut, au moment de l'ovulation, avant et après l'ovulation, juste avant et juste après l'ovulation, on est en été. Et ensuite, il y a l'automne qui arrive pour arriver en hiver une fois qu'on a nos règles, quand on a nos règles. Et Oui, c'est pas c'est mal. une belle image. Et c'est vrai qu'on voit aussi le cycle des saisons, à travers Oui. le cycle des saisons, le cycle des doshas aussi. Mm. Et du coup, je trouve ça assez intéressant en fait de voir ça comme ça. Ce qui fait que du coup, pendant ce cycle-là, on peut adapter aussi notre alimentation en fonction de ça. Exactement, Et tout à fait. notre mode de vie aussi, par rapport Mm. à ça aussi. Voilà. Ah oui, tout à fait. Ouais, Donc, c'est une très belle image. voilà. Donc là, du coup, Après, on va arriver à la ménopause Oui. dans la vie de la femme. Alors, la ménopause, c'est une grande partie en fait de la vie de la femme. Si Mm. on regarde à partir mettons, si on est ménopausée entre 45 et 55 ans, C'est ça, il reste, il y a une il dizaine reste, d'années, quoi. Une phase. il reste une grande partie de vie. C'est Mm. on peut avoir un tiers de la vie de la femme en ménopause, donc c'est pas du tout la fin de la vie, Non. contrairement à ce qu'on pourrait. La femme n'est pas finie à partir du moment où elle est ménopausée. Mm. L'enjeu, ça va être d'arriver à la ménopause le plus équilibré possible pour préserver la santé de la femme, parce qu'après la ménopause, la femme va être encore plus vulnérable. On arrive dans un âge Vata Voilà. et ça va la rendre vraiment sujette à de nombreux, il y a beaucoup plus de risques, beaucoup plus de risques, que ce soit bien sûr des risques de cancer, des risques d'ostéoporose. Donc on va avoir Cardiovasculaire aussi. comment? Cardiovasculaire aussi. Oui, des risques cardiovasculaires aussi. Plus la femme arrivera en équilibre à la ménopause, et bien sûr, plus pour elle, ce sera mieux pour sa santé dans cette phase de ménopause. La phase de ménopause, c'est aussi une phase qu'on qualifie de kshaya en Ayurveda. Donc, kshaya, c'est appauvrissement des tissus. Les Mhm. tissus vont être moins forts. Donc, ça veut dire aussi que c'est un moment de vie où la femme va être moins résistante, donc va devoir en faire moins, va pouvoir faire moins de choses, mais c'est normal. Et c'est une phase de vie où le feu digestif va s'appauvrir. Donc, on doit aussi adapter son alimentation par rapport au feu digestif. Et donc pour approcher la ménopause sereinement, on a, on peut le voir comme, vous voyez, c'est la phase de vie de la sagesse. Mm. Et c'est ce qui est d'ailleurs est aussi écrit dans les textes.
c'est que la femme, à partir de la ménopause, elle n'a plus charge de famille, a priori, hein. Quand on arrive en stade de ménopause, globalement, le travail est fait, c'est-à-dire le travail d'éducation des enfants est fait. Donc, elle n'a plus cette charge-là, mais elle a de l'expérience. Et C'est ça. donc, la femme a tout un tas de choses à transmettre, des belles choses à apporter. Et c'est une grande sage. Voilà, donc ça, j'aime aussi beaucoup cette façon de voir les choses, et ce qui montre bien que quand la femme arrive à la ménopause, elle a tellement à apporter après. Elle est dans l'âge d'or. Oui, C'est ça, le Golden Age, hein, comme on appelle ça en ouais. Ayurveda, j'avais vu ça aussi. Oui, bah, c'est ça, oui, tout à Hein. fait. Et bah, elle est à l'automne de sa vie aussi. Mm. Hein. Donc, du coup, à Oui, l'automne, on se. Effectivement, tout doucement, il y a des feuilles qui tombent, quoi. Hein, et tout ce dont on n'a plus besoin finalement tombe. On se délaisse de ses charges familiales, on se délaisse de tout ce qui nous a pris du temps à faire croître, hein, et puis que finalement on n'a plus besoin. Et puis là, du coup, on profite de la vie, du vent, de la luminosité, des autres arbres autour de nous, etc. oui, C'est vrai que c'est un bel âge. C'est l'entrée dans la ménopause qui est un peu, moi je dirais, un peu comme l'entrée dans l'adolescence. Je le vois aussi beaucoup en parallèle par rapport à ce qu'on a vécu à l'adolescence et qu'on revit plus ou moins à cet âge-là, mais avec beaucoup plus comme tu disais, de sagesse, d'expérience en tout cas. Et du coup, beaucoup plus de discernement par rapport à la vie au final. Qu'est-ce que tu en penses? et, c'est une période de grande fragilité Bien sûr. parce que c'est une période de transition, Mm, et que comme toute période de transition, c'est une période où on va être plus vulnérable. mm, Et c'est une période où aussi on est beaucoup plus vulnérable sur le plan psychologique. mm, Donc c'est important, hein. On a vraiment un impact psychologique important avec des dépressions, anxiété, mm, un manque de confiance en soi, un manque de courage, le fait de se sentir seul, d'être irritable. Ça, c'est des symptômes qui sont présents, mm, auxquels on doit du coup prêter attention, parce qu'ils sont forcément aussi, ils vont être en lien avec le déséquilibre des doshas. Donc c'est mm, pour ça que je disais que l'enjeu, c'est d'arriver si on arrive équilibré au niveau des doshas à cette période-là, eh bien il y aura moins d'impact négatif de la ménopause. Et par exemple, si on voit un truc très connu, c'est les bouffées de chaleur. Les bouffées de chaleur, c'est normal d'en avoir. mhm. Maintenant, si on a des bouffées de chaleur en excès, ça montre qu'il y a un déséquilibre de pitta chez la personne. Et donc, donc l'Ayurveda permet justement de venir équilibrer les doshas. Et Mhm, ça fait partie des choses qui vont vous permettre de garder une bonne santé. mhm. Et donc, dans ces coups de temps-là, ce qui est intéressant, c'est quand on a par exemple, les bouffées de chaleur, c'est de repérer quand on a ces bouffées de chaleur-là, qu'est-ce qui les déclenche, et puis de prendre des décisions par rapport à ça, quoi, pour Oui, bah, calmer ces bouffées de si, chaleur. alors, s'il y a des bouffées de chaleur, enfin, l'exemple bouffée de chaleur, ça crée aussi, c'est un inconfort important. Bien Donc, ça sûr. va aussi avoir un impact psychologique. Et si elles sont excessives, ça veut dire qu'il y a un dosha qui a un déséquilibre. Donc là, il faut consulter. Moi, c'est ce que je conseillerais. Personnellement, pour en avoir eu beaucoup quand j'étais avec mon ex-compagnon, je savais à quoi c'était dû en fait. Donc du coup, à partir du moment où je suis partie, ça allait beaucoup mieux. Tu Oui, vois, les bouffées de chaleur, ça s'est calmé. Et voilà, donc maintenant, je sais aussi que c'est un travail sur moi aussi que j'ai à faire par rapport à la culpabilité, par exemple, que je peux ressentir. Il y a des choses de mon enfance qui reviennent aussi dans cette période-là et qu'on est obligé de revisiter pour comprendre ce qui s'est passé et puis peut-être déconstruire certaines croyances pour vivre mieux. En fait, c'est là où je dis se délester justement de ce qui nous sert plus. C'est là, en fait, les feuilles tombent comme les croyances limitantes. mm, Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est intéressant aussi de voir
que cette période-là, de l'entrée dans la ménopause, peut amener aussi beaucoup de joie aussi en même temps. Bah, tu vois, d'un point de vue ayurvédique, moi, ce que ça m'évoque, ce que tu dis, c'est en fait, c'est comment c'est une phase de vulnérabilité où on va connaître notre corps est physiologiquement en déséquilibre, avec une dominance du dosha vata qui va arriver. Et l'idée, c'est de voir comment est-ce qu'on peut être le plus équilibré à ce moment-là pour rester en bonne santé. Bien sûr, Et donc, ça passe par, après, pour chacune, ça va être différent. bien sûr. Si ça passe par le fait de faire de l'introspection, justement parce que ce dosha, il était peut-être déséquilibré depuis longtemps, Mm. et qu'on vient ici rééquilibrer, eh bien, ça peut passer par ce que tu dis, tu vois. Bien sûr, Ça va dépendre de chacun. Ce qui est important d'un point de vue ayurvédique, c'est l'équilibre. bien sûr, bien Mm. sûr. C'est Après, de trouvé. quelle façon on arrive à l'équilibre, Ouais, ça, c'est le tout chemin à de fait, chacune. tout à Mm. fait. Après, il y a aussi les plantes qui peuvent nous aider, le pranayama, le yoga, il y a plein de choses en fait, hein. C'est trouver c'est revoir un petit peu sa routine aussi, Ça fait partie, bien sûr, oui. Oui, oui. revoir sa Mm. routine et passer sur le côté doux de la force, Mm. je dirais, puisqu'on passe dans le côté vata. Donc après, en fonction de sa prakriti, voir la, le niveau de douceur qu'on peut mettre Mm. dans notre quotidien et de légèreté aussi. Ouais. Et puis, donc pour terminer, ensuite, donc là, on a déjà compris qu'on avait des signaux Mhm. d'alerte, hein, Mhm. par rapport. Parce qu'en fait, ce qu'on a compris, c'est que la femme va connaître, c'est naturel que pendant toute sa vie, elle connaisse, on peut appeler ça la danse des doshas, et donc des déséquilibres des doshas tout au long de sa vie, qui sont naturels. Donc, c'est ce qui la rend, on a vu que ça la rendait plus vulnérable. Ces déséquilibres, de là, on a vu qu'on avait des signaux d'alerte. On peut avoir des signaux d'alerte, par exemple à la puberté, si le symptôme d'anxiété est trop important. Le symptôme d'anxiété est normal. Maintenant, si c'est trop important, ça veut dire qu'on a un déséquilibre peut-être trop important chez cette adolescente du dosha vata. Si elle est trop en colère, elle a un déséquilibre trop important du dosha pitta. Vous voyez? Donc ça, on a vu ça. On voit qu'avec le syndrome prémenstruel, on a là aussi des signaux d'alerte. On voit qu'en postpartum, en fonction de ce qui se passe, la façon dont réagit le corps, on a aussi des signaux d'alerte. Et Mhm. qu'à la phase de ménopause ou de préménopause, on a aussi des signaux d'alerte en fonction des symptômes qui vont être plus ou moins présents. Bien sûr. Toujours lire les symptômes par rapport au dosha. Donc ça, c'est Mhm. très précieux en réalité parce que c'est autant de messages qui peuvent être envoyés par le corps et qui peuvent permettre à la femme de prendre conscience qu'elle a des déséquilibres et donc de consulter un praticien en Ayurveda Mhm. pour rétablir l'équilibre. Bien sûr. On a ensuite, je voulais terminer par citer des exemples de maladies, vraiment enfin, en tout cas au niveau des irrégularités menstruelles qui sont les plus fréquentes, puisque dans les maladies pendant la période de fécondité, on va retrouver des maladies en lien avec les menstruations, en dominance en tout cas. Donc, on a, a priori, quand on a des difficultés au niveau de cette zone, hein, qui est donc la zone pelvienne, qui est le siège de Vata, le dosha Vata, dans les problèmes gynécologiques, va toujours être impliqué. Ça veut dire qu'à partir du moment où la femme a un problème gynécologique, elle a le dosha Vata qui, pour une raison ou pour une autre, est en déséquilibre. Maintenant, ce n'est pas forcément uniquement le dosha Vata, mais comme on est dans cette zone, le dosha Vata est forcément déséquilibré. Au niveau de ce qui est vraiment pur Vata, on va avoir si vous avez des règles, des cycles qui sont trop longs. C'est-à-dire qu'on a un cycle supérieur à 35 jours. Si Mhm. vous avez de la douleur pendant les menstruations, si vous avez des règles qui sont très faibles, un saignement qui est très faible, tout ça, ce sont des signes de dérèglement de Vata.
Au niveau de Pitta, si vous avez des inflammations, par exemple l'inflammation pelvienne chronique, on va être ici sur bien sûr une manifestation de type Pitta, donc le dosha Pitta qui va être en déséquilibre. Si vous avez des saignements hémorragiques aussi, le dosha Pitta va être en cause. Au niveau de Kapha, à partir du moment où on va avoir trop de matière, donc des problèmes, par exemple endométrite chronique, de endocervicite ou cervicite associée à de l'oligoménorrhée. Donc, Si vous... cervicite, c'est une inflammation du col de l'utérus? Oui, c'est un problème au niveau du col de l'utérus et vous allez avoir, on va avoir, on est ici sur du Kapha parce que il y a trop de matière, vous voyez, c'est pour ça qu'on va être sur du Ok. Kapha. Il y a un gonflement. Ouais, c'est ça. Ensuite, tout ce qui est écoulement aussi vaginal, qui va être lié à Kapha. Kapha en dominance. Dans les problèmes, on connaît les problèmes d'endométriose. Dans les problèmes d'endométriose, c'est très fréquent aujourd'hui. On a vraiment un problème ici. Alors, on peut avoir les 3 doshas qui vont être impliqués puisqu'il y a de la matière, mais à l'origine, c'est souvent du vata. Hein, l'origine, la cause, ça va souvent être du vata. Bien sûr, après, on a de la matière qui se développe. On a de l'endomètre qui va se développer en dehors. Et là, on est bien sûr sur un problème de kapha aussi. Mais vous voyez, on a déjà plusieurs doshas qui sont viciés dans le cadre de l'endométriose. Donc, on est déjà sur des éléments, des maladies qui sont assez avancées. D'où l'intérêt de venir consulter. Et l'Ayurveda peut vraiment aider sur des maladies comme celle-là parce qu'on n'a pas vraiment de réponse dans notre médecine traditionnelle. Alors qu'en Ayurveda, on va pouvoir en apporter en venant rééquilibrer les doshas. Ok. Les problèmes de fertilité aussi sont souvent liés à des problèmes de vata qu'on va retrouver souvent dans des vikruti vata qui sont installés depuis longtemps. Ok, merci beaucoup pour toutes ces indications. C'était très intéressant. Qu'est-ce que tu nous conseillerais? Donc là, je suppose que si on a des problèmes d'irrégularité comme ça, le mieux, c'est de consulter des thérapeutes en Ayurveda, c'est logique, ou des Védias. Maintenant, est-ce que toi, tu consultes, tu fais des consultations ou pas? Oui, moi je fais des consultations, oui. Et où est-ce que tu te trouves? Comment on Donc, je peut... suis à La Roche-Posay, mais je fais aussi des consultations en ligne, donc je fais les deux. D'accord, ok. Ok, et puis si vous souhaitez, vous êtes dans la région de Bretagne, n'hésitez pas à venir me voir aussi. Voilà, Et je suis puis là. je fais des consultations aussi avec des Ouais, médecins ayurvédiques. Donc quand on a des pathologies, ouais. c'est, C'est quand même mieux c'est- d'aller voir c'est- une aura, effectivement. disons que c'est mieux de voir un médecin. Ça, mais c'est mieux de voir un médecin quand il y a des vraies pathologies qui sont là. Ce que je conseillerais pour terminer, c'est juste voilà, d'être en connexion avec ce qu'on est, avec quelque part cette chance qu'on a d'être une femme et d'avoir autant de diversité dans notre vie, et puis autant d'importance finalement, parce que c'est la femme. La femme, c'est le pilier, c'est ce qui est le plus important dans la vie, la femme. Bien sûr. Voilà, et on peut le prendre comme ça. Et donc, et puis on encourage les hommes qui nous écoutent à avoir conscience de ça et Ouais, à prendre soin des femmes qu'ils ont autour d'eux. exactement. Moi, j'avais lu pas mal de livres autour de justement euh, comment accompagner sa compagne euh, pendant ses cycles, toute sa vie, durant toute sa vie, pour reconnaître effectivement la danse des doshas et savoir comment l'aider à accepter ce qui se passe en elle, tout simplement, et puis à l'épauler, la soutenir, l'encourager quand il y a besoin. Ok, je te remercie Enora pour tout ça. Merci Chantal. On va arrêter là pour ce soir. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée à tous.